Pour terminer, le mauvais. Alors, baser les pratiques éducatives sur les apports de la science n'est pas une démarche nouvelle. Les prescriptions pédagogiques se sont très régulièrement justifiées des connaissances scientifiques, pensez à la mathématique moderne ou à l'utilisation, je parlais tout à l'heure de De Crowley, de la notion de syncrétisme reprise à Claparède. La démarche de Crowley s'inscrit d'ailleurs dans un mouvement plus large. Dans sa thèse consacrée à l'histoire des dispositifs éducatifs en Belgique, Elsa Roland rapporte la création au tout début du XXe siècle d'un courant de recherche qui n'est plus du tout connu, dénommé pédologie, et qui visait au développement d'une pédagogie rationnelle fondée sur les connaissances des sciences expérimentales. Donc rien que de très naturel, de très rationnel en somme, à vouloir fonder son action sur les connaissances pertinentes. Mais les connaissances de la psychologie et des neurosciences cognitives sont encore loin de fournir une conception satisfaisante et stabilisée du fonctionnement de l'esprit et de ses possibilités. Et de plus, les déterminants des comportements et des apprentissages sont de différents ordres. S'il existe des exemples de détermination directe des capacités mentales par la biologie, notamment dans certaines maladies neurogénétiques, il ne faudrait pas en conclure que c'est le cas de manière générale pour toute difficulté d'apprentissage. Le cerveau est un organe essentiel à la vie et à l'adaptation de l'organisme. Il constitue une machine extraordinairement complexe, le substrat physique de l'activité intellectuelle et des apprentissages. Mais se demander comment le cerveau apprend à lire, qui est le titre d'un des chapitres du petit ouvrage dirigé par Stanislas Dehaene, Apprendre à lire des sciences cognitives à la salle de classe, ou décrire les talents du cerveau, le sous-titre du dernier livre du même Dehaene, sont autant de figures de style, bien sûr destinées à mettre en évidence l'importance indubitable du cerveau pour les apprentissages, mais de telles personnalisations me semblent présenter un réel danger. Ce n'est pas le cerveau qui apprend, c'est une personne. Et les déterminants de la réussite de ces apprentissages sont bien sûr à chercher tant dans le fonctionnement du cerveau que dans l'histoire de la personne, dans ses conditions de vie, dans son insertion sociale et dans son environnement culturel. Ça ne signifie pas que l'approche des neurosciences cognitives ne serait d'aucun apport, mais plutôt que ces apports doivent être contextualisés. Enfin, on ne peut pas réduire l'éducation à la transmission de connaissances et au développement de compétences, et il serait dangereux et illusoire d'attendre de la science qu'elle puisse prescrire quoi faire et comment faire dans la classe. Illusoire parce que les connaissances scientifiques sont nécessairement produites dans des conditions contrôlées et simplifiées qui n'ont pas la complexité du monde réel, et dangereux parce que l'éducation n'est pas seulement une affaire d'efficacité et de résultats mesurables, mais qu'elle implique aussi des questions de finalité éthique et politique. En bref, je fais mienne cette déclaration de Philippe Mérieux en conclusion de son dernier ouvrage, La riposte. Je revendique plus que jamais une réflexion pédagogique qui n'écarte pas la question des finalités et des valeurs au nom d'une efficacité renvoyant exclusivement à des résultats chiffrés, fut-elle attestée par une kyrielle de travaux scientifiques. Je ne crois pas qu'il puisse exister en pédagogie des prescriptions qui fonctionnent à coup sûr, fussent-elles rebaptisées bonnes pratiques et labellisées par une myriade de conseillers scientifiques et d'inspecteurs généraux. Je suis convaincu, au contraire, que la pédagogie est une relation complexe entre des humains pour transmettre des savoirs, mais aussi pour faire partager le désir d'apprendre et la joie de comprendre.